FM 98 de la bande FM au-delà du miroir. Ce soir avec Daniel Philippe de Sudre et Pierre Lescaroux et Serge Lescaroux autour d'un livre, Nous en 2030, lorsque naîtra le post-capitalisme, transhumanisme, avec Daniel de Sudre qui est ici, qu'on va accueillir tout de suite. Bonsoir Daniel de Sudre. Daniel Philippe de Sudre, dit Dan Phil, on va l'appeler Dan Phil. On va l'appeler Dan Phil. Vous êtes d'accord? Oui, bonsoir Joël. D'accord, c'est votre nom, votre petit nom, Dan Phil, de Daniel Philippe. Et Serge Lescaroux. Donc Serge, vous pouvez... On va l'appeler Serge, tout simplement. Voilà, tout simplement. Quel avenir nous réserve Bill Gates? Alors Bill Gates, Larry Page et bien sûr d'autres comme Mark Zuckerberg. Donc des multimilliardaires, des gens qui sont, on peut dire, les rois de notre époque et se demander vers où nous orientent-ils et surtout penser qu'il y en a d'autres. Donald Trump, la famille Bush, ce sont aussi des gens milliardaires qui décident de l'avenir de la planète. Donc, est-ce qu'ils ont les mêmes opinions? Peut-être pas. Est-ce qu'ils vont vers les mêmes directions? Peut-être pas. Et dans ce cas-là, on peut se dire qu'il y a peut-être une guerre de milliardaires actuellement qui se joue dans l'ombre et on aura bientôt la réalité accessible devant nous. Et voilà, à toi la parole. Joël. Alors, dans ce roman que nous lisons à présent, donc que vous lirez, je pense, auditeurs, auditrices, il est clair que l'auteur ici présent, Daniel Philippe de Sudre, Dan Phil, pour les intimes, donc il est clair que l'auteur oppose deux clans de milliardaires, les uns, les 22 qui seraient membres de la commission plurilatérale, partisans de la paix et de l'exploration de notre univers et des merveilles du vivant, de l'intelligence et de la conscience, ayant renoncé au remboursement de la dette et voulant explorer les possibilités par une voie démocratique et scientifique, neurobiologique et neurogénétique de l'être humain, et les autres, les 600 qui seraient membres d'une autre latérale, voulant continuer, même dans un cycle macroéconomique de croissance générale, d'imposer à tous les humains le désendettement, ceci signifiant plonger les milliards d'humains non milliardaires dans une pauvreté et une précarité éternelle, en construisant puis démolissant les fortunes de personnages avides de richesse et de pouvoir au gré de guerres tournantes en jachère, fonctionnant selon un mécanisme initié dans la Rome antique de façon orwellienne. Voilà, ça c'est donc ces deux clans qui s'opposent et on peut dire qu'il y a les gentils et les pas bons. Donc les gentils, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident, comme ils ont beaucoup d'argent, on est en 2030, d'aller visiter Mars, mais je vais laisser Dan Phil nous en dire un peu plus. D'accord. Oui, en effet, on est dans les années 2030. Il est vrai que, on le sait au niveau du CNES notamment, les programmes spatiaux coûtent très cher. Pour l'instant, il y a eu 2 programmes qui ont été, on va dire, ralentis pour raisons budgétaires. Et donc, on peut penser que dans les années 2030, ça va devenir possible, peut-être à la fin des années 2030. Donc, l'histoire nous projette devant ces milliardaires qui décident, ayant la possibilité d'éviter la guerre en amenant tout le monde à lever la tête vers le ciel et donc vers ces gens qui vont aller sur la planète Mars. Alors ils vont envoyer une dizaine de scientifiques qui sont tous des scientifiques neuroconnectés. Ils ont tous un neuro quelque chose. Non. Non, alors c'est qui ces scientifiques qui partent sur la planète? Tu as dans le livre tu as un géologue, une médecin qui est aussi, évidemment, s'il le faut, chirurgien, biologiste. Tu as tu as une comment dit-on, psychologue qui est aussi psychologue. Évidemment, tu as quoi d'autre encore? Rafraîchir ma mémoire. Bon, beaucoup de scientifiques et un neuro. Tu as une neurobiologiste et tu as évidemment un neuroconnecticien. Alors, un neuroconnecticien ici présent, c'est quoi la neuroconnectique? Alors, la neuroconnectique, c'est une discipline nouvelle qui pousse à travailler sur l'exploration des connexions entre nos neurones, nos groupes de neurones. Apercevoir, par exemple, quand je parle, est-ce que je peux être attentif à ce que je dis?
et être attentif à comment l'autre m'écoute, par exemple. Ou être attentif, alors si on n'est pas dans une neuroconnectique relationnelle, mais simplement fonctionnelle, se dire je suis attentif à ce que je dis et je suis attentif au son de ma voix, par exemple. On est dans des connexions, donc, en termes de fonctionnement, on va dire, multitâche. Dans un livre que tu as publié il y a quelques années, tu as publié un livre de neuroconnectique, on est d'accord, avec plusieurs états. Ça paraît un peu difficile quand on va te suivre dans tes revues, enfin tes soirées littéraires ou avec des gens qui viennent à tes soirées. Il y a plusieurs stades et dans ces stades, il y a encore des stades. Comment on peut définir en quelques mots en quel stade on est là ce soir déjà? Alors, l'être humain ordinaire, il est au stade 1 de veille, ce qu'on a appelé état de veille tout simplement, parce qu'on n'avait pas déterminé qu'il pouvait se diviser en plusieurs stades, comme l'état de sommeil. L'état de sommeil, on a déterminé qu'on pouvait observer qu'il y avait jusqu'à 5 stades de sommeil divisés en phases. Et pour les travaux de recherche en neuroconnectique, on est arrivé à la même observation, à la même conclusion, c'est qu'on peut pousser l'être humain que nous sommes à fonctionner d'un point de vue neuronal et neuroglial, comme me dirait un ami, sur le fait d'atteindre justement des stades de fonctionnement, de neurofonctionnement, qui sont au-delà de ce premier stade qui est celui dans lequel on est en général, c'est-à-dire un stade mécanique où ça fonctionne en nous tout seul. Ah, je pense à un tel. Oh, faudrait que je dise ça et ça à tel autre, etc. C'est-à-dire tout est automatique. Ou la façon de croiser ses jambes aussi, toujours la même sur l'autre. Tout à fait. Et même d'avoir telle pensée qui nous traverse, telle émotion qui nous traverse, telle sensation, une lumière bleue et puis on regarde, une lumière rouge, on regarde pas. Bon, tout ça, ce sont des conditionnements pavloviens, skinnériens, des automatismes. Et quand on arrive à prendre conscience de ces automatismes et de se dire, et si j'étais l'observateur, l'observatrice de ce qui s'observe. Donc là, on devient auto-observateur, auto-observatrice. Donc on est dedans la machinerie biologique et psychologique. Et là, eh bien, s'il y a un mouvement quelconque dans la machinerie, eh bien, on l'observe de l'intérieur. Donc là, on n'est plus au stade 1 de veille, c'est plus un automate. C'est un observateur, une observatrice qui se réveille dans l'automate. Donc c'est un stade 2 de veille. Et là, on est auto-observateur. Mais on peut se dire au bout d'un moment, et si, au lieu de prendre ma fourchette de la main gauche, je la prenais de la main droite? Ou ma brosse à dents, pareil, je change de main. Donc là, c'est plus qu'un auto-observateur. C'est un expérimentateur qui est acteur de sa vie, qui décide, je vais changer la programmation. Donc là, on arrive à un stade 3 de veille. Bon, je n'évoque pas les... Et stade 4, si, je suis intéressé. Alors, bon, stade 4, c'est très, très particulier. Je l'ai testé quelques fois dans ma vie. C'est vraiment très, très impressionnant. Tu as une impression que le temps est comme contracté. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, par exemple, la première fois que je l'avais vécu comme ça, tu vois quelqu'un dans une pièce qui arrive et tu sais déjà comment il va réagir. C'est-à-dire, tu suis la suite. Il va parler, il va dire quoi à quelqu'un d'autre, comment va être l'interaction. On sent l'électricité dans l'air, si c'est un jour de violence, un jour d'orage, etc. Tu devances le futur. On peut dire, c'est le film Limitless, si ça te branche, si ça te dit, ce film-là est tout à fait évocateur d'un individu fonctionnant au stade 4 de veille. C'est très impressionnant. En vécu. Et le 5e alors, t'as pas été jusqu'à là? Si, justement, c'est pour ça que j'ai pu déterminer qu'il y avait 5 stades, parce que je l'ai vécu, et d'ailleurs quelques amis ont testé, dont Serge ici présent. Un jour, Serge me parle, il me dit j'ai vécu 10 minutes de stade 5, c'est fabuleux. Bien, en fait, c'est un stade où on est de nouveau extrêmement présent, et ça dure pendant des minutes. C'est extraordinaire, parce que en général, notre conscience de nous, elle dure des fractions de secondes. Quand on arrive à des secondes, c'est déjà extraordinaire. Mais quand on arrive à se retrouver, c'est-à-dire que ça s'échappe un peu, je m'oublie, mais soudainement je reviens, puis je reviens, et ça dure des minutes, plusieurs minutes. Là, ça devient très impressionnant, surtout quand tu arrives à être en connexion avec les événements. Et ça, j'ai une expérience qui m'a beaucoup marqué. La première fois que je suis rentré au stade 5 de veille, j'avais 2 rendez-vous, il y avait des grèves de métro, et il y avait une file d'attente, je pouvais pas passer. Et soudainement, il y a des gens qui partent. Ils pensent qu'il y aura pas le métro, ils en ont assez, ils vont ailleurs. Et je me faufile sans difficulté devant moi. Et je me retrouve dans le métro. Je change, autre rame, pareil. Ça va être bondé. Ben non. Au moment où j'arrive, alors qu'il n'y a plus personne, le métro arrive. Donc, il y a personne encore.
pour là où je suis, moi, c'est-à-dire en tête de quai. Bon. Et puis la suite était pareil. C'est-à-dire que c'est un moment où tu es complètement en adéquation avec tout ce qui se passe, comme si tu avais des antennes, si j'ose dire. On va écouter Serge. Alors Serge qui suit Danfield depuis des années. Oui. Alors le stade 5, c'était quoi pour toi? Le stade 5, c'était un échange d'ordinateurs et c'était une connexion aussi avec les événements, avec mon environnement. C'est-à-dire que moi, je devais arriver à une heure bien précise dans ce magasin pour changer mon portable et j'étais en retard. Et tous les événements se sont mis à m'accompagner. Donc j'ai couru, j'ai réussi à attraper un métro. Je suis arrivé devant le magasin. Il allait fermer. Il y avait encore quelqu'un. Et je suis tombé sur la bonne personne qui a pu échanger mon ordinateur. Et non seulement elle a échangé mon ordinateur, mais cette personne-là, elle m'en a donné un plus performant. Donc, il faut savoir qu'au début de cette histoire, j'avais dans l'idée d'échanger mon ordinateur pour en obtenir un plus performant. Et finalement, tous les événements m'ont conduit à obtenir un ordinateur plus performant, alors que j'étais en retard et tout était a priori contre moi. Tout s'est bien déroulé. Bon, donc c'est bien le stade 5, hein. Alors, on en était donc dans cette neuroconnectique. Donc, il y a le stade 1, il y a un stade 2, stade 3, stade 4, stade 5 de veille. Mais après, il n'y a pas d'autre stade que le stade 1. Non, on s'arrête là. C'est déjà pas mal. Il y a un stade 1 de veille sous 5 possibilités. Non. Il y a un état de veille, un état de sommeil. Un état de sommeil, dans l'état de sommeil, t'as le sommeil lent, t'as le sommeil rapide et t'as le sommeil paradoxal. Et en fait, t'as un sommeil qui va être léger en 2 stades, t'as un sommeil profond, voire très profond en 2 stades, et derrière, t'as un sommeil paradoxal. Eh bien, là, c'est pareil, on observe qu'il y a des états de veille qui sont différents les uns des autres. Et donc, en neuroconnectique, on s'arrête juste aux états de veille. Ah oui, bon, parce que le voilà, donc on a les 5 clés, on peut dire. Fait, oui. Donc on revient un peu sur nous en 2030. On a donc ces deux parties de milliardaires qui s'opposent. Il y en a 200 d'un côté, c'est ça? 2000, je sais plus combien. Enfin, ils sont très nombreux d'un côté, ils sont moins nombreux de l'autre. 600 d'un côté, ce sont les milliardaires qui sont, on va dire, du côté sombre. Et puis il y en a quelques-uns de l'autre, du côté clair de la force. La force est avec nous ce soir. On la souhaite avec nous. Et donc voilà, ils vont s'affronter. Donc les uns veulent une société de technosciences qui pourra donner à l'humanité la sortie en l'humanité de la précarité. Et les autres, eux, au contraire, veulent que la population reste dans cet état de précarité et, comme tu l'as dit tout à l'heure, souhaitent continuer sur le remboursement du désendettement. Bon, je vais laisser Danfield. Non, c'est parfait, tu as tout dit. Voilà, donc il y a une fusée qui part sur Mars avec ces scientifiques. En vérité, ils sont pas 10, ils sont 12. On leur fait un petit cadeau, on en rajoute 2, et pas les moindres. On en rajoute 2 qui sont 2 enfants, Alex et Tosh, qui sont 2 enfants qui vont leur permettre de pas complètement déprimer sur Mars, puisque comme tu le dis dans ton livre, ils vous ont donné de quoi faire de la culture de plantes pour rester sur Mars, mais aussi vous avez culturé des enfants. Oui, parce que on sait que quand on va dans des voyages habités, l'être humain risque de déprimer, donc on a toujours l'idée d'avoir, que ce soit Station Mir ou autre, d'avoir le petit plan de blé ou de n'importe quoi. Ça peut être des tomates, ça peut être des fleurs. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en effet, ça va beaucoup plus loin. On leur a confié des enfants. Et là, au moment où ils se rendent compte que, mais je vais peut-être un peu vite en besogne, que le propulseur retour ne fonctionne pas, ils se disent, voilà, on va se suicider. Mais non, on peut pas se suicider. On a nos 2 enfants qui ont 11-12 ans. On va quand même pas se suicider. On va s'occuper des enfants. Et donc, c'est un vrai piège. On les a mis devant un piège. Oui, parce qu'ils peuvent pas revenir. Ils vont rester 4 ans sur Mars. En fait, une petite erreur, c'est 3 ans, puisque 255 jours, et tu sais, déjà 180 jours pour aller sur Mars. Ensuite, 180 jours pour retourner.
t'as 255 jours parce que t'as raté la fenêtre temporelle pour pouvoir revenir quand le mouvement de la planète. Donc, au bout de 30 jours, c'est pas possible. Donc, ils sont obligés de rester 255 jours. Et après, de nouveau, rotation. Ils n'ont pas pu repartir non plus, puisque le système est cassé. Donc, ils sont de nouveau piégés. 255 jours. En fait, il reste 3 ans sur Mars et 4 ans en tout de voyage. Et ils s'en sortent. Alors sur Mars, le problème, c'est que le neuroconnecticien avait 2 objectifs. D'abord, d'avoir un entraînement neurophysiologique expérimental qui s'appelait le programme neuroconnectique neuroconceptuel et de remusculation. Et son 2e objectif dans cette troupe de scientifiques qui étaient partis sur Mars, c'était d'étudier les changements éventuels survenant en nos connexions neuronales. Parce que il est possible que nos cerveaux, puisqu'il est question de cerveau dans cette émission, sur Mars ne fonctionnent pas exactement comme sur Terre, qu'il y a une perte musculaire du cerveau. Parce que commençons, la perte musculaire, elle est, disons, pas du cerveau, mais elle est de tes jambes, de tes bras, quand tu es en moindre gravité ou quand tu es en non-gravité d'ailleurs, parce que pendant le voyage Terre-Mars ou le voyage Mars-Terre, déjà tu perds du volume. Et de ce fait, il est nécessaire d'avoir sur place, dans le vol habité et ensuite installé sur Mars, des appareillages pour t'entraîner au niveau de la musculation, au niveau du tout simplement courir, un peu ce que tu retrouves dans je sais pas 2001 l'Odyssée de l'espace par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir en effet se dire, puisqu'on sait que notre cerveau est capable d'activer des régions musculaires sans être musculairement en action, c'est-à-dire corporellement on ne court pas, mais on se rappelle de je courais et on réactive les muscles même sans bouger. C'est ça qui est intéressant, c'est ça le programme en question. Et puis derrière, en effet, de s'apercevoir que si on va amener quelqu'un à travailler sur au lieu de déprimer en pensant quand j'étais sur Terre j'étais heureux, non, là c'est en train de te dire je vais être attentif par exemple à mon regard et à mon écoute. Bon, je vois attentivement et je connecte cela à j'écoute attentivement. Et je ne perds pas l'attention de l'un pour l'autre, ou de l'autre pour l'un. Je garde la double attention. C'est un phénomène, un mécanisme en double tâche. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et peu à peu, c'est, entre guillemets, martien, ces 12 individus, dont le neuroconnecticien, bien sûr, mais qui là est dans un processus de survie. C'est pas comme sur Terre où il était en entraînement. Donc là, pour les 12, c'est une véritable exploration. On est chaque jour dans as-tu réussi un peu mieux telle ou telle expérience de la journée. Donc ça peut être est-ce que je connecte mon attention portée à, je sais pas, je marche et je suis attentive à quel mot j'emploie, par exemple, quand je parle. Donc c'est pas, je suis un automate, c'est pas le stade 1 de veille, un automate qui ne sait pas ce qui lui arrive. C'est quelqu'un qui est, au contraire, amené à être très conscient de lui-même, avec les autres qui jouent le même jeu. Et de ce fait, au lieu qu'il y ait cette déprime qui viendrait forcément, il n'y a pas de déprime. IDFM, on va faire une petite pause musicale pour ingurgiter un peu tout ça. Voilà, c'est la musique qu'écoutaient les enfants sur Mars. Le concerto, l'introduction du concerto pour orchestre de Béla Bartók, et nous reprenons cette émission avec Daniel Philippe de Sudre, dit Danfil, et avec Serge Lescaroux. Il me reprend parce qu'il sait qu'à chaque fois j'ai tendance à changer le nom des gens. Et nous parlons de Nous en 2030, ce roman fiction, le premier d'une trilogie écrite par Daniel Philippe de Sudre. Nous étions sur Mars avec ses enfants et avec ce non-retour sur Terre, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient revenir, ils pensaient qu'ils étaient foutus. Ils avaient complètement une perte de repères, on est d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux finalement là-haut? Alors ça aussi, alors quand il y a eu une réunion,
justement dans le cercle littéraire de Jean-Loup Guérin, le 6 décembre 2016, autour de ce livre, plusieurs amis, entre 30 et 40, qui étaient venus là, et une qui a posé la question, un qui est revenu dessus. Il est vrai qu'il y a un chapitre qui nous interpelle sur cette idée de non-retour. Nous, on est habitués, on a notre planète, on peut même guerroyer avec le voisin, être, je ne sais quoi, anti-ceci, raciste et autres. Tout va bien, on est nombreux. Mais quand on se retrouve à 12 sur une planète où il n'y a rien, à part la technologie embarquée qu'on a installée sur place, où autour, tout est différent, on voit des régions entières d'ocre rouge, on voit le ciel le soleil qui tombe, eh bien le soleil c'était tout bleu, c'est pas le soleil qu'on a sur Terre. Enfin, tout est différent, les vents sont différents, il y a des sortes de tempêtes de sable. C'est irrespirable aussi. Et oui, c'est pour ça qu'ils sont justement en air confiné, dans une sorte d'espace qui est le module spatial, qui est transformé en espace d'habitation. Enfin, ça n'a aucun rapport avec la vie terrienne. Donc la vie martienne, pour eux, c'est complètement déboussolant. Ils survivent parce que il y a ces enfants, parce que il y a cet entraînement neuroconnectique qui est une exploration permanente jour après jour pour eux, parce que au fond ils se disent, on espère qu'un jour il y ait une mission qui vienne nous chercher, quoique on se rend compte dans l'histoire que progressivement ils n'y croient plus, et donc ils sont là dans cet état de non-retour, c'est-à-dire dans leur tête ils se disent bon ben voilà, c'est fini, on va continuer là, on verra jour après jour, advienne que pourra. Alors, je sais pas si tu veux parler aussi du moment où justement, ou précisément, il y a Toshie, la petite Tosh, qui fait un rêve, qui voit des faits. Avant le rêve, le moment où elle se retrouve simplement à ne plus avoir de molécules d'augmentation affective, puisqu'il y a des molécules d'augmentation motriperceptive pour voir mieux, entendre mieux, etc. Des molécules d'augmentation cognitive pour pouvoir travailler la mémoire ou l'attention. Oui, parce qu'on est en 2030, c'est ça, ce sont des pilules miracles, on est d'accord. Quand tu dis des molécules, ça vient de l'extérieur. Tout à fait, c'est exogène, absolument. Oui. Et puis aussi, bien sûr, pareillement, des molécules d'augmentation affective, c'est-à-dire pouvoir se dire, je vais être plus joyeux, ou je vais être plus content de ma vie, plus tranquille, plus apaisé. Bon. Et soudainement, elle s'aperçoit qu'elle a plus sa dose et il n'y en a plus. Et là, elle commence à avoir très peur. Et après, on rentre dans un mécanisme, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le film Limitless, extrêmement intéressant d'un point de vue biochimique, c'est tout à fait concret. C'est le principe, on va dire, des molécules de synthèse qui deviennent plus que molécules de synthèse au sens biologique, au sens neurobiologique. C'est-à-dire que c'est notre cerveau qui est capable de comprendre comment fabriquer lui-même, synthétiser les molécules dans la pilule, on va prendre ce terme-là, que tu as absorbé de ce fait, tu n'as plus besoin de la pilule. C'est comme les endorphines. C'est ça, c'est ça. Donc la petite, finalement, a un peu peur, mais ils s'en sortent. Ils font un rêve collectif tous, mais on va pas en parler parce qu'il faut quand même que les gens lisent le livre. Oui. Et on revient parce que finalement ils reviennent pas parce que le vaisseau s'est réparé, mais parce que il y a une équipe de secours qui vient à leur rencontre. Vous saurez pourquoi en lisant le livre. Et à leur retour, il y a un tas de spécialistes qui les étudient comme des bêtes de foire. J'aimerais bien que vous continuiez. Alors que nous continuions, oui, tout à fait, parce que évidemment, alors les Martiens, on les appelle les Martiens. Déjà, oui, des gens qui ont vécu donc non pas 4 ans, c'est vrai que c'est mais 3 ans sur Mars, mais quand même 4 ans en fait en voyage, puisqu'il y avait 6 mois aller, 6 mois retour, et bien les voilà, eux les Martiens, oui, bizarre parce que ils ont perdu du poids, mais aussi parce que leur système osseux est différent, leur système visuel différent. Est-ce que dans le cerveau ils sont différents? Est-ce qu'ils sont devenus complètement joyeux ou complètement fous, complètement bon? Donc là, il y a évidemment cette réaction très salutaire de la médecin de bord qui, alors qu'elle est très pointilleuse, va cacher ses renseignements sur tout le monde pour s'assurer qu'on ne rentre pas trop dans la vie privée des 12. Oui, et puis en plus, quand ils passent devant des radios ou des télévisions, ils n'ont pas le droit de dire tout. Les messages sont codés, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de divulguer tout un tas de choses. Ils sont assez tenus sur leur divulgation. Hein. Oui.
Qu'est-ce que t'en penses, Serge? Oui, ils sont devenus des jets d'humains. Des jets d'humains. Donc on les appelle les Martiens, mais ce sont des jets d'humains parce qu'ils ont leur voyage sur Mars et leur a permis d'obtenir la capacité de sécréter toutes les molécules qu'auparavant on leur donnait en plus, et maintenant ce sont eux qui arrivent à les sécréter. Et donc évidemment lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils sont comme tu l'as dit des bêtes de foire. Et c'est écrit à la page 99. Ainsi, tandis que les villes étaient bondées de malheureux paumés constituant les derniers authentiques humains, errant à la recherche d'un sens à donner à leurs existences devenues insipides, tandis que ceux qui avaient encore un emploi rémunéré le devaient au fait d'être devenus des humains augmentés, dépendants, tels des drogués apeurés des molécules d'augmentation motrice perceptive, cognitive et affective que produisaient quelques grands groupes industriels pharmaceutiques, il y avait nous, les naufragés de Mars, qui, étant passés d'un régime exogène à un régime endogène, produisions nous-mêmes, tels des neuro-yogis, nos augmentations moléculaires, non pas par un fort signe violentant notre humanité, mais par une harmonie respectant les besoins et les équilibres salutaires de notre organisme biologique. Il y en a un qui s'appelle Sergueï dans le livre, ça ressemble un peu à Serge, ça. Hein. C'est un milliardaire, alors bon, espérons que je pourrai aider la neuroconnectique et les éditions, les nouvelles éditions que nous venons de créer, les éditions KMDS aux presses de l'avenir, parce que il m'a semblé important de nous a semblé, important de créer cette maison d'édition pour que nous puissions porté à beaucoup de lecteurs. Donc c'est parce que nous sommes dans une société charnière en mutation, et les années qui viennent vont être des années qui sont importantes, mais à titre individuel. Et l'individu se doit de savoir que pour lui, peut-être et certainement, tout va changer. Donc il va avoir la possibilité, comme tu viens de le dire, Joël, d'avoir des implants, donc une mémoire complémentaire, des yeux qui permettront de voir beaucoup mieux. Mais cet homme-là va-t-il rester humain? Et donc dans ce livre aussi, il y a derrière cette histoire. Ce livre est profondément humaniste. Et transhumaniste. Et c'est pourquoi ce livre est un livre transhumaniste, humaniste. Voilà, et ça je tenais à le dire. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que ce livre est vendu à 6 €. Donc pour que un maximum de lecteurs puissent en bénéficier. Et il y a de la lecture, hein, Serge. Il y a de la lecture, il y a plus de 200. Non, mais il y a de la lecture dans la lecture, parce que si vous voulez tout savoir sur votre cerveau, sur tout ce qui est neurogénétique, même sur, enfin bon, il y a énormément de lecture. Les presses de l'avenir, c'est une bonne idée. C'est aussi la bonne idée qu'ils vont avoir de créer des cités-États. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont revenus sur Terre, ces milliardaires et les jets d'humains vont créer des cités-États. Daniel Philippe de Sudre. Oui, Joël, absolument. Et tu as raison de réunir aujourd'hui l'auteur et l'éditeur, parce que le co-éditeur. Parce que c'est extrêmement intéressant d'avoir cette compréhension d'un monde futur en termes de livres, tout simplement. Oui, des cités-États où on a des gens qui se disent on va essayer un autre mode de fonctionnement de la société. Ce sera plus le mode de fonctionnement où on laisse plein de gens parias dans les rues, où on oblige les gens, comme vient de le dire Serge, à être dopés par des molécules pour réussir à être aussi performants que les robots, alors qu'évidemment ils n'y arrivent pas. Les pauvres travaillent 16 heures par jour, ils sont surdopés et ils n'y arrivent toujours pas. Alors que on peut peut-être avoir d'autres façons de fonctionner en se disant on va arriver justement à des individus se construisant eux-mêmes, des individus ayant, comme les jets d'humains dont parlait Serge, la capacité
non plus exogène, mais endogène, d'être à la hauteur de la société. Et puis peut-être aussi, c'est important, une société qui va pas être aussi brutale pour rentabiliser, mais qui va être capable d'harmoniser, d'équilibrer, de mutualiser, prenons le mot, donc de répartir de telle sorte que, au lieu qu'il y ait ce décalage, c'est très pauvre et c'est très riche, qu'une autre forme de société construite partout sur Terre à la même époque, eh bien là, ces cités-États sont capables de créer un autre monde beaucoup plus équilibré. Tu parles de New Atlantis de Bacon, là, je sais plus, c'est de 1622. Alors, il parlait déjà d'une cité comme ça? Alors oui, lui, il a l'idée d'une société de savants. Il y a des scientifiques aujourd'hui, une société. D'ailleurs, c'est le nom en hébreu, c'est un nom qui réfère à la maison de paix. C'est en fait extrêmement intéressant. Il nous montre une société où, comme ce sont les gens les plus cultivés, mais aussi les plus curieux qui dominent, eh bien, il n'y a pas de gens qui seraient dans le malheur, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la violence. Parce que d'où vient la violence, d'où vient la délinquance, sinon de l'individu qui n'a pas de sens, qui est insensé, qui est fou, qui est paumé. Mais dès l'instant où on lui donne comme sens de découvrir, d'explorer, de s'émerveiller, d'être curieux, eh bien voilà que cet individu-là, il est heureux, surtout si toute la société tend vers cela. Alors, ça serait une civilisation, on est dans une civilisation de premier niveau. C'est quoi cette civilisation de premier niveau qui est très bien expliquée à la page 114? Les astrophysiciens et les exobiologistes qualifient de civilisation de premier niveau. Alors, je vais c'est Serge qui va répondre. Je vais vous répondre. Une civilisation de type 1 est capable d'utiliser toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine, approximativement 1.74 multiplié par 1016 watts. Sur Terre, la puissance disponible s'élève à 1.74 1017 watts. La valeur de 4 multiplié par 1012 watts, proposée initialement par Kardashev, correspond au niveau énergétique atteint sur Terre en 1964. Alors il faut expliquer ce que c'est que l'échelle de Kardashev. L'échelle de Kardashev est une méthode générale de classement des civilisations en fonction de leur niveau technologique proposée en 1964 par l'astronome russe Nikolai Kardashev. Elle se compose de 3 catégories basées sur la quantité d'énergie dont dispose une civilisation donnée selon une progression exponentielle. Kardashev a présenté son échelle en 1964 lors de la conférence de Burakan. Voilà. Bah écoute, c'est plus simple dans le livre, hein, parce que il dit donc à la page 114 que se qualifie de civilisation de premier niveau celle contrôlant toutes les formes de l'énergie planétaire, montagnes, séismes, océans, climat, qui puisent leurs énergies dans toutes les ressources naturelles de leur propre planète. Donc en deuxième niveau, ça serait celle qui, produisant de l'énergie à partir de ressources extraites de planètes extérieures à la leur, voire sachant explorer l'énergie stellaire émanant de leur étoile locale. Pour nous, ça serait le Soleil. Donc ça, c'est des lectures parmi les lectures. C'est-à-dire que dans le livre, nous, en 2030, on a un tas de petits, comment on appelle ça, alinéas, qui nous ramènent, si on veut étudier un peu plus ce qui se passe. On est en civilisation de premier niveau, et vous voudriez... le but, ça serait d'arriver au moins dans une civilisation 2. Alors non. La Joël, c'est encore pire. C'est pire. C'est pire, mais oui. C'est mieux sûrement. Non. Ah bon, c'est pire. C'est vraiment pire. C'est-à-dire que là, en ce moment, nous utilisons des énergies fossiles. Donc nous sommes dans une non-civilisation d'un point de vue énergétique. C'était bien de le dire. Si on se réfère à Nikolai Kardashev et à son échelle célèbre, eh bien, on n'est pas une civilisation, on est des barbares qui s'entretuent pour avoir de l'énergie. Dès l'instant où on arrive, notamment, ce sera le cas grâce aux nanotechnologies, par exemple les travaux à Polytechnique dans ce sens, eh bien là, on aura, oui, la capacité
l'utiliser, par exemple, dans peut-être, on va dire, une trentaine d'années, peut-être même avant, d'utiliser nos toits, les toits des maisons, les toits des immeubles, avec le nano-photovoltaïque pour avoir de l'énergie pour les maisons. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire doucement, mais ça se fait. C'est pour ça que je te dis, je pense que dans une trentaine d'années ou même avant, ce sera au point. Et là, ça commencera à se commercialiser. Faire des murs végétaux, etc. Ouais. Voilà. Et là, ce sera plus qu'on voit, par exemple, actuellement, il y a des champs immenses en Algérie, au Maroc ou ailleurs, qui captent l'énergie solaire. Mais c'est immense. Tandis que dès que ce sera à l'échelle du nano-photovoltaïque, ce sera immensément petit. Eh bien là, on pourra avoir un toit pour chauffer tout un immeuble. Et là, évidemment, on est dans le commencement d'une société de type, enfin d'une civilisation plus exactement, de type 1, d'après l'échelle de Kardashev. Bon, disons la chose de la RATP. Attention, messieurs, mesdames, vous êtes priés de nous informer de toute bonne idée. Abandonnez. Allez, on fait une deuxième pause musicale. Êtes-vous neuroconnecté? Nous sommes sur IDFM, sur le 98 de la bande FM, dans l'émission Au-delà du miroir. Et on parle de nous en 2030, avec Daniel Philippe de Sudre et Serge Lescarou. Très bien. Je l'ai très bien dit. Et de leur livre édité aux Presses de l'Avenir, Nous en 2030, lorsque naîtra le post-capitalisme et le transhumanisme. On a vu un peu que nos héros sont partis sur Mars, où ils ont été plus ou moins abandonnés pendant quelques années. Ils sont redescendus sur Terre, où ils essayent de créer une cité-État. Dans cette cité-État, quand même, c'est un peu dur, hein. Il faut un permis pour faire des enfants, et on pourrait même jusqu'à aller castrer les gens. On pourrait même... il y a des histoires quand même un peu bizarres concernant aussi... les terroristes, tiens. On parle des terroristes 2 secondes, là. Qu'est-ce que vous leur faites à vos terroristes dans ces cités-États? J'ai trouvé ça bien, hein, finalement, mais... Soit on leur dit, vous arrêtez vos méchancetés et on vous intègre. Et à ce moment-là, vous suivez le programme comme tout le monde, avec une formation tout au long de la vie pour devenir des ingénieurs, et tout avance. Soit vous voulez absolument rester des barbares. Dans ce cas-là, on vous chasse. Et sinon, eh bien, on peut aussi vous soigner, c'est d'un point de vue neuronal. Oui, c'est-à-dire il les soigne quand même avec l'amygdale. Enfin bon, ça fait un peu bizarre. Hein. Il y a de l'orange mécanique dans l'air. Ah oui, et puis il y a des fonctions, une fonctionnalisation de la société massive, une idée inspirée des structures de gestion de la fonction militaire. Donc c'est quand même des sociétés, je sais pas s'il va y faire si bon vivre que ça, mais oui quand même, parce que plus loin tu expliques que il y a des sortes de temples, mais qui sont pas des temples, où toutes les religions sont quand même acceptées. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Qui répond là? Danfil. Parce que c'est quand même un livre qui... Oui, alors là, c'est vrai que c'est très délicat tout ce que tu viens de lancer en quelques instants. Bon, il est vrai que aujourd'hui, quand on est dans un monde relativement libre et tranquille, on peut se dire oh là là, c'est terrible. Si on devait nous dire vous voulez fabriquer des enfants, attendez, est-ce que vous en êtes capable, est-ce que vous savez les élever, sinon suivez des cours, et quand vous aurez passé le diplôme pour savoir les élever, là vous aurez le droit de vous reproduire ou d'en adopter. Ça paraît terrible. Se dire pareillement ce que tu viens d'évoquer un instant, bon, tout ça peut paraître, oui, terrible. Mais quand on est dans une société où tu te demandes chaque jour, est-ce que j'aurai encore du travail le mois prochain, dans cette précarité de plus en plus croissante par le fait tout simplement du cycle de Kondratiev en économie. On arrive au bas du cycle, dans les années 20-30, ça va être terrible, on le sait. Mais je ne serais pas comme Jacques Attali en disant ça va finir par une guerre, c'est l'absurdité totale et c'est fini. Non, je dis il y a des ressources, on peut s'en sortir. Mais pour s'en sortir, il va falloir aussi penser un peu plus largement, un peu plus généreusement, un peu collectivement, en se disant voilà, un système encadré par une fonctionnalisation de type militaire, oui, dès l'instant où on se dit eh bien voilà, je suis sûr d'avoir de l'emploi à vie, mais en échange, je dois m'instruire, je dois sans cesse suivre des formations pour être à niveau. Ça, c'est un mécanisme qui peut être viable dans cette époque-là. Oui,
Vous changez le lavage de cerveau de la publicité par le gavage de cerveau par l'instructivité. Je me posais la question de savoir si tout le monde avait envie d'être instruit, si tout le monde avait envie finalement de s'instruire. Ah, tu poses une énorme question, parce que ça a été soulevé dans beaucoup de colloques, notamment dans le milieu évidemment des neurosciences et même de la psychologie, et surtout de la psychologie du développement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'enfant, on regarde un enfant, c'est comme un chercheur. Il veut tout comprendre. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et pourquoi et pourquoi pas? L'enfant est un véritable chercheur. Mais plus tard, parce qu'on lui dit, attention, t'es bon en tel domaine, continue d'exceller, le reste dit exceller, le reste lui oublie. Eh bien forcément, l'enfant se spécialise, et au bout d'un certain moment, eh bien voilà qu'il devient de moins en moins intelligent. D'une certaine manière, il a, si je vous vais du point de vue neuronal, il a tout simplement sélectionné, son cerveau a sélectionné un certain nombre de groupes de neurones pour avoir l'air en société d'être ce qu'on attend de lui. Et malheureusement, à partir de là, il est de moins en moins curieux. Alors si c'est un enfant dans tel ou tel lieu, il va dire oui, moi c'est moi, comme ça. Bon, il va être dans son rôle pour plaire aux copains, pour plaire aux parents, pour plaire. Et si c'est dans un milieu très chic, eh bien il sera très chic. Mais c'est pareil, le fondement neuronal c'est le même, c'est-à-dire on veut plaire, on veut continuer d'exister dans le troupeau d'animaux dans lequel on est, et donc on s'adapte. Mais en réalité, si on laissait librement chaque enfant continuer d'être comme un enfant, il continuerait à s'émerveiller, à vouloir apprendre et comprendre. Être curieux. Et il faut aussi comprendre que dans cette cité-État, comme l'a dit Danfield, toute la population, tout le monde est porté vers cette culture, est porté pour que cette cité-État avance, évolue. Donc il y a un objectif commun. Et donc tout le monde s'y retrouve. Parce qu'il y a l'ensemble, mais il y a aussi l'individu qui est pris en compte. Alors il y a quelques cités-États qui se créent dans le monde. Alors ceux qui nous écoutent se disent oui, mais alors les autres ils devraient essayer de détruire ça, parce que finalement c'est des champignons pas vénéneux, mais qui peuvent faire du mal à la planète. Et ben non, parce que quand même il y a des technologies qui font qu'elles se protègent. Elles ont mis des murs ultrasons, etc. Pour en revenir à cette cité-État, ça y est, j'ai perdu ma deuxième question, c'est pas grave. Ah oui, donc le but, c'est de passer de l'homo sapiens à l'homo pertinence. L'homo pertinence. C'est quoi l'homo pertinence? Alors l'homo pertinence, c'est ce que je révèle dans un autre livre publié en 2012, Les enfants de demain, ou le très étrange et très secret projet HP1, Homo pertinence numéro 1, où on se dit dans un laboratoire secret, essayons de fabriquer l'humain d'après nous. Alors nous, on est, d'après Darwin, le résultat d'une évolution. Une évolution qui commence avec des cailloux qui, bizarrement, parce que petit choc électrique, parce que méthane, hydrogène, etc. autour d'eux, deviennent cailloux porteurs d'acides aminés. Acides aminés qui commencent à s'ajuster les uns les autres pour devenir protéines qui s'organisent et deviennent cellules qui s'organisent aussi, je dirais, s'agglomèrent et deviennent organismes, et organismes qui deviennent de plus en plus complexes, poissons, et puis progressivement on arrive jusqu'à des mammifères, jusqu'à l'humain, et l'humain c'est sapiens pour l'instant. Mais simplement, pourquoi l'évolution s'arrêterait-elle là? Eh bien, si on pouvait l'accélérer, parce qu'autrement c'est dans 1 milliard d'années en gros, mais si on l'accélère, eh bien on voit le successeur darwinien de nous, Homo sapiens, qui est Homo pertinens. Alors Homo sapiens, c'est l'humain sage, celui qui connaît ses limites. Homo pertinens, c'est l'humain intelligent, celui qui dépasse ses limites. C'est celui qui est neuroconnecté. Il est beaucoup question du hasard et de la nécessité de Jacques Monod dans le livre, vous pourrez le retrouver. Et il est beaucoup question aussi enfin, je vais avoir du mal à le dire là, de Dieu n'existe pas. Pour toi, Dieu n'existe pas. C'est-à-dire là, alors je vais être en peu de mots, oui. Alors déjà, je suis tout à fait d'accord avec Monod parce que c'est très important de penser comme il a écrit, notamment à la fin de son célèbre best-seller, Le hasard et la nécessité que tu viens de citer, Joël. Oui. Se dire qu'il n'y a pas un destin déjà écrit pour nous, nous serions des automates, des esclaves à suivre le destin. Dans ce cas-là, notre vie est aberrante, elle est absurde, elle n'a pas de sens. Par contre, non,
nous sommes libres, nous pouvons créer notre destin chaque jour, à chaque moment, c'est très nietzschéen, à chaque instant présent où je me réveille au stade 2, voire au stade 3 de veille dans moi-même, je peux créer mon destin. Je peux chanter, par exemple. Il peut le faire. Voilà. Mais par rapport à ce que tu dis, la notion de Dieu, alors c'est vrai que c'est très intéressant. T'as Stephen Hawking qui avait expliqué en 1989 dans une brève histoire du temps que d'après lui, si Dieu existait, lui il était d'abord catholique. Bon, pour lui c'était clair. Dieu n'avait pu intervenir qu'au moment des 4 interactions fondamentales, donc à la première seconde du Big Bang. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et il avait pu définir aussi le dosage des 4 interactions. Bah oui, c'est encore mieux. Voilà. Seulement, depuis 2011, dans son livre Y a-t-il un grand architecte dans l'univers, Stephen Hawking revient sur ce qu'il a écrit avant et explique non, il n'y a pas de Dieu. Il peut pas y avoir de Dieu parce que maintenant on a la preuve qu'on est dans un multivers. Un multivers, ça veut dire qu'il y a des univers à 5, 6, mais il a peut-être 7, plusieurs enfants, hein, il a le droit de procréer. Non, mais très sérieusement, ça veut dire qu'on est dans un système qui n'a plus besoin de l'hypothèse Dieu aucunement. Il n'y a plus besoin de la projection de ce que nous on appelle une décision, un décisionnaire, un volontaire qui déciderait de ceci, cela. Il n'y en a plus besoin. C'est un jeu mathématique. Là, Pythagore avait raison. C'est un jeu mathématique qui s'organise de par lui-même. Il a besoin de personne. C'est l'autopoïèse, comme disait aussi un neurobiologiste, Francisco Varela. Voilà. Besoin de Dieu. Alors, où est-ce qu'on retrouve Dan Phil pour ses cafés littéraires? Quelles sont les coordonnées pour te retrouver dans tes soirées neuroconnectées? Ah, alors déjà, je vais me mettre à ta place un instant pour dire, lisez le livre, parce que dans le livre, quelque part... là, c'est marqué. Regarder. Voilà. Il faut chercher toutes les notes partout, qu'est-ce que c'est dur, mais au moins comme ça, on est sûr d'avoir des lecteurs vraiment passionnés. Sinon, vous faites Daniel Philippe de Sudre et vous trouverez sur Internet, donc c'est pas gênant. Alors moi, j'ai une information à passer, puisqu'on a oublié de dire que pour s'en sortir là-haut sur Mars, il y avait des méditations et des méditations un peu, des méditations de pleine conscience. Il y a un concert sous hypnose qui a lieu mardi prochain à 20h au Théâtre des Feux de la Rampe, au 34 rue Richer dans le 9e arrondissement, avec le saxophoniste Geoffrey Seco. Sur scène, il aura 5 performeurs, un sax ténor, de la harpe, de la basse, une batterie et un spécialiste de l'hypnose qui s'unissent pour vous faire vibrer dans une écoute plus intense. Donc voilà, si ça vous intéresse, pour ceux qui auraient envie d'aller faire un petit truc en hypnose, une petite méditation ou un concert sous hypnose, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu penses de l'hypnose, Dan Phil? Est-ce que c'est neuroconnecté? Alors l'hypnose, on est plutôt vers le sommeil, et moi ce qui m'intéresse c'est l'état de veille, et être de plus en plus éveillé, pour moi c'est se libérer. Quelqu'un qui tombe dans l'hypnose, c'est quelqu'un qui est emprisonné. Donc on est là, pas dans les mêmes orientations. Je me suis beaucoup intéressé à l'hypnose, et justement, j'ai réalisé à l'époque où je m'y intéressais beaucoup que ça peut être une forme de prison, et pour l'hypnotiseur et pour les hypnotisés. Et à mon avis, l'évolution de l'être humain, c'est pas de s'enfermer dans des rêves ou dans le fait de transformer les autres en des esclaves de ses rêves à soi, mais c'est plutôt de libérer tout le monde. Bon, mais là, ce concert sous hypnose avec des saxos, de la harpe, de la batterie, ça peut être sympa. Hein. Non, pas vraiment. Et Serge, qu'est-ce que t'en penses? T'iras pas? Pas vraiment. Bon, bah si ça vous intéresse, c'est mardi prochain, le 24 janvier, avec le saxophoniste Geoffrey Seco, au Théâtre des Feux de la Rampe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer cette émission sur nous, en 2030, aux presses de l'avenir? Qu'est-ce que vous pourriez dire l'un et l'autre? Moi, je vais rajouter qu'il y a deux autres livres qui vont sortir. Oui, bah sur le prochain livre que nous allons éditer en 2017, ça sera un livre qu'on appelle un livre no fiction. Donc vous retrouverez le tout ce qu'il y a en annexe, donc le projet de civilisation, qui sera comme l'a pu l'être dans Star Trek. Donc c'était le dictionnaire des Klingons, et donc des Klingons, ouais. Voilà. Dictionnaire Klingon, donc c'est un dictionnaire qui donnait
les mots, la langue Klingon, et donc qui expliquait la langue Klingon, qui définissait la langue Klingon. Et donc nous allons sortir en 2017 un livre, voilà. Un dictionnaire Klingon. Un dictionnaire Klingon, mais ça sera un dictionnaire Klingon de nous en 2030. Le dictionnaire Klingon de nous en 2030. C'est-à-dire qu'en effet, dans l'annexe, il y a l'explication de cette société dont tu parlais, société qui apparaît dans le livre, où on voit qu'on est carrément devant un nouveau régime. On n'est plus dans les sociétés qu'on connaît actuellement. Donc c'est complètement une révolution. Et évidemment, beaucoup de gens nous ont dit ou nous ont écrit, mais est-ce que vous pourriez le détailler, le développer? Donc Serge a décidé qu'en 2017, c'est une année électorale en plus en France, on puisse montrer à travers un livre de non-fiction, parce que peut-être un pacte politique qui permette un nouveau monde. Sinon, à la page 208, il est dit cependant, tout en étant là, j'étais en préparation pour ailleurs, car mes 9 vieux amis et moi-même, ex-martiens, en avions récemment pris la décision. Ce nuage magnétique serait l'occasion pour l'humanité de bondir d'une octave vers son évolution possible, vers pertinence, et serait l'occasion pour nous, premiers jets humains, de tuer notre viande de centenaire afin d'entrer dans le ventre de maman compatible avec nos psycho-endocrinotypes, afin d'y renaître pour continuer à servir. Voilà, donc pour découvrir la suite, il y aura 2 autres tomes aussi sur nous en 2030. Je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup, et puis à la suite bientôt sur cette antenne.